Bonjour à tous. Merci de m'accueillir chez vous. Je vais vous parler de quelque chose qui a changé ma vie en tant que praticien, qui est l'endobiogénie, qui est une approche particulière de la médecine et qui est une approche intégrée de la médecine. Pour commencer cette conférence, je vous mets un peu dans mon intimité parce que vous avez derrière moi un de mes lieux de méditation. Nous sommes à la lisière entre la forêt, la plage et l'océan. La vie qui se confronte aux éléments, l'adaptation permanente. C'est un lieu où la nature bouge à chaque instant. Et ça, c'est une leçon que nous devons avoir parce que notre corps est dans la même dynamique à chaque instant. On va commencer par un constat. On a évalué les dépenses que représentent les trouvailles en sciences. Hop là. Et ce que l'on a pu trouver depuis les années 35, en un siècle. Cette courbe est remarquable. En rouge, vous avez les dépenses, en bleu, vous avez les découvertes. Nous sommes, depuis les années 75, dans une vision asymptotique, logarithmique, avec une croissance et une multiplication du coût des recherches tous les 5 ans, un doublement, et des trouvailles qui se font de plus en plus rares. Nous sommes face à un mur et nous sommes à la fin de l'expérimentation pasteurienne. Une époque formidable, extraordinaire, de grandes trouvailles qui ont permis de gérer des situations exceptionnelles avec des outils exceptionnels, mais qui ont donné la grosse tête aux médecins et qui lui ont fait croire qu'ils pouvaient maîtriser la totalité des choses. Thérapeutique qui induit elle-même des maladies, qu'on appelle les maladies iatrogènes. Des outils extraordinaires, galvaudés, comme les antibiotiques. Et aujourd'hui, on voit quoi? On voit de la résistance aux antibiotiques. Et demain, mais demain et déjà aujourd'hui, c'était même déjà hier, vous avez dans les hôpitaux des bactéries qui ne répondent à plus aucun antibiotique. Alors que faire? Imiter nos prescriptions, comme nous demande la CNAM? Entre rien faire et faire le maximum, peut-être qu'il y a des choses à faire. Revenons à la tradition. Je vous ai mis une succession de photos de mon ami, le docteur Paul Hersch Martinez, qui est médecin anthropologue au Mexique, avec qui je travaille depuis de nombreuses années. La tradition, l'anthropologie, ce sont des choses qu'on a beaucoup oubliées dans notre pays occidental, en France. Lui, il a fait sa thèse en tant que médecin anthropologue sur l'usage traditionnel de la plante médicinale en Europe. Et c'est comme ça que nous avons été en lien avec lui. Il travaille dans son quotidien, dans les villages, et il fait de l'éducation à la santé avec les outils qui sont à disposition. Mettre de la science dans la tradition. Alors cette plante médicinale, qui peut être un des outils d'avenir et pas un outil obsolète du passé, un pis-mémé, un remède de bonne femme, qui n'est pas autre chose qu'une bonne formule, bonne fama, ça ne veut pas dire bonne femme, ça veut dire bonne formule. Cette plante médicinale, là je vous ai trouvé une digitale pourpre, dont on connaît tous la toxicité. Dans la forêt de Mervan, à côté de La Rochelle, elle a même un petit habitant qui est avec elle, une petite araignée que vous pouvez voir là-haut. On est dans son milieu, au milieu des arbres, au milieu des plantes. Cette digitale pourpre, eh bien, elle est à l'origine de la digitaline, une des premières découvertes. À l'Hôtel-Dieu, à Paris, il y avait des personnes qui étaient dans des décompensations cardiaques majeures. Et puis certains, alors qu'on attendait leur mort, guérissaient, du moins s'amélioraient, on va dire. Et puis d'autres mouraient quand même. Et on s'est aperçu qu'une grande partie de ces malades allaient voir une guérisseuse, une naturopathe de l'époque, qui leur donnait des tisanes de digital. Et effectivement, c'est une plante dont l'effet thérapeutique ou l'effet toxique, la marge est très étroite, et donc en tisane, c'est extrêmement dangereux de l'utiliser aujourd'hui,
avec notre connaissance moderne. Mais à l'époque, ça a sauvé des vies. Du moins, ça a rallongé des vies. C'est pour ça que je vous l'ai pris en exemple, parce qu'elle est belle, elle est puissante, elle est dangereuse, et on nous fait peur avec elle, car les plantes, c'est dangereux, n'utilisez pas les plantes. Ce sont des exceptions. Il faut savoir que la plante, en tant que plante médicament, c'est souvent, dans son usage physiologique, elle présente des effets thérapeutiques qui sont le plus souvent, ce n'est pas une règle absolue, mais qui sont le plus souvent l'opposé de ces effets toxiques à dose excessive. La vie est dans un équilibre avec des ambivalences qu'il faut savoir utiliser. Donc cette plante médicament est aussi une plante aliment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est évident pour vous, on a des pommes à l'entrée, on a eu des bananes, vous allez manger des légumes à midi. Cette plante aliment, eh bien, elle existait avant l'homme. Et il me semble, jusqu'à preuve du contraire, que nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous sommes issus de cette planète. Nous n'habitons pas cette planète. Nous sommes issus de cette planète. Et nous sommes une parcelle de cette planète. Et nous avons des règles de fonctionnement dans notre dynamique de vie qui sont les mêmes que les végétaux qui nous entourent, qui sont les mêmes que les animaux qui nous entourent. Il y a donc une synergie possible. Et cette synergie, déjà, on l'a dans notre alimentation. Car nous devons alors manger le monde pour constituer notre monde extérieur. Et un jour, nous participerons à la construction d'un autre monde. C'est ainsi que va la vie. Donc la toxicité, il faut l'avoir en tête, et c'est pour ça qu'il faut avoir des connaissances, et que la science moderne, avec la pharmacognosie, la phytochimie, nous a décrypté ce qui pouvait éventuellement poser problème dans cette plante médicinale, pour pouvoir l'utiliser de façon optimum et avoir les effets recherchés et pas les effets toxiques. Elle est physiologique quand on l'utilise à bonne dose. Elle est physiologique quand on va, du moins, elle va apporter une information physiologique à votre organisme quand vous allez répéter l'information. Lorsque vous voulez amener votre organisme sur une fonctionnalité autre que celle qui est présente face à vous, c'est par la répétition et pas par la dose que vous changerez les choses. La répétition, ce qui est contraignant, ce qui veut dire qu'il faut prendre un traitement tous les jours, sur une période déterminée, parfois 3 fois par jour, à chaque rythme de votre vie, à chaque cycle de votre vie, à chaque repas. Elle rentre dans notre hygiène de vie, cette plante, à plusieurs niveaux, que ce soit pour la fabrication de cosmétiques, mais que ce soit aussi par le simple fait d'aller se promener dans la nature, au milieu de toutes ces plantes qui sécrètent des molécules qui vont venir nous apaiser, nous reposer. Et quand on est sur Paris et qu'on a l'habitude de vivre à proximité des forêts, on se rend bien compte de ce qui nous manque aujourd'hui, maintenant. Il nous manque toute cette verdure. Et il y a quelque chose dont on commence à connaître les effets, les substances, mais il y a quelque chose qui est la dynamique de vie et qui vient nous enrichir, nous poser, nous ancrer, nous mettre dans l'enracinement de cette planète. Donc, la plante médicament, la plante médicinale, c'est une thérapeutique d'extraction naturelle. Notion fondamentale. Vous avez d'autres thérapeutiques d'extraction naturelle. Vous avez l'argile, par exemple, qui est une thérapeutique d'extraction naturelle. C'est-à-dire qu'on prend la nature, on va extraire ce qui nous intéresse. On est sur de la matière première. Donc elle ne devrait pas être chère. Ce qui est un problème dans notre société, aujourd'hui, en France. Vous avez vu, je travaille avec les Mexicains au Mexique depuis 10 ans. J'ai formé des médecins de santé publique à Mexico. Et au Mexique, vous avez une médecine publique, gratuite, où les patients qui le souhaitent peuvent avoir accès à la plante médicinale. Ils viennent dans une structure, ils ont leur cabinet médical, on leur pose
leur diagnostic, leur projet thérapeutique, ils sortent du cabinet et ils restent dans le même couloir, ils vont au fond du couloir, et là dans une petite officine où on leur prépare leur traitement et ils repartent avec ça dans leur poche. Nous avons beaucoup à apprendre en France. La notion de totem, je vais vite parce qu'on a beaucoup de choses, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais la notion de totem, ça veut dire quoi ? C'est la différence entre la phytothérapie et la phytochimie. Quand vous faites de la phytochimie, ce qui est quand même beaucoup l'école allemande de phytothérapie, vous êtes en fait au début dans le temps, au début des recherches et de ce qui a amené à la synthèse. C'est-à-dire que vous allez prendre un produit naturel, on est toujours sur un produit naturel, sauf qu'on va extraire dans un lot des principes actifs naturels et on va enrichir votre plante, ce lot-là, avec ces principes actifs. Et ainsi, avec le millepertuis, vous devenez antidépresseur grâce à l'hypérine et l'hypérécine qui a un taux suffisant. C'est de la phytochimie, ça peut être utile, il faut le savoir, mais ce n'est pas le totem de la plante. Le millepertuis en totem n'est pas antidépresseur, il est antinévralgique. Tout simplement parce que la synergie de vie ne lui donne pas cette propriété, même s'il a des molécules qui potentiellement ont cette action. Donc la notion de totem est une notion importante à avoir, et pour chacune des plantes, il faut savoir si ce totem est intéressant et comment on peut l'utiliser. Et puis, une notion qui me tient à cœur, c'est le développement durable. Le développement durable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire quand vous allez utiliser, avec la plante médicinale, un traitement qui ne pollue pas. Il est issu de la nature, et la nature a les moyens pour le digérer. Ce qui n'est pas le cas des hormones que vous pouvez prendre, ou de médicaments chimiques que vous pouvez prendre, qui, par vos selles ou vos urines, vont aller contaminer la nappe phréatique, et qui font que, par exemple, il y a des lacs en France qui ont tellement d'œstrogènes dans l'eau que les poissons mâles ne peuvent pas se développer. Et cette eau-là, vous la boirez un jour ou l'autre. J'habite à La Rochelle, l'eau potable qui arrive à La Rochelle, elle a été traitée au moins 11 fois. Ceux qui habitent en montagne, ils ont des eaux qui ont très peu été traitées. Mais quand on est au bout de la chaîne, avant l'océan, on a une eau qui a été traitée plusieurs fois, mais nous ne savons pas, dans les stations d'épuration, supprimer les molécules chimiques qui circulent dans l'eau. Donc quand vous connaissez la puissance que peut avoir l'homéopathie, vous imaginez bien la puissance que peut avoir votre verre d'eau issu du robinet par rapport à votre organisme et la capacité que peut avoir votre organisme à recevoir, intégrer, s'adapter ou basculer vers une maladie. Vous n'êtes pas du sucre qu'on mouille, vous avez des résistances, vous avez des capacités de répondre. Et c'est pour ça que les choses sont subtiles, et c'est pour ça que le plus souvent, on ne fait pas les liens. Parce qu'il va falloir 10 ans, 15 ans, 20 ans, avant de déterminer que, tiens, c'est bizarre, dans ce village, il y a plus de lymphomes qu'ailleurs. Tiens, c'est bizarre, mais que se passe-t-il ? Le développement durable, c'est aussi important parce que la médication moderne, chimique, ne soigne qu'un humain sur 5. C'est une donnée de l'OMS, c'est une alerte de l'OMS. Ça veut dire que 4 humains sur 5 sur notre planète n'a pas droit, n'a pas accès aux thérapeutiques exceptionnelles pour les situations de vie exceptionnelles. Développement durable, ça veut dire aussi circuit court. À Mexico, ils n'ont pas de lavande. Elle ne pousse pas. Très peu. Du moins pas suffisamment pour qu'on puisse l'exploiter par rapport aux besoins qu'on a. Or, nous, en endobiogénie, on utilise beaucoup la lavande parce que c'est une plante extraordinaire pour réguler les déséquilibres neurovégétatifs entre le parasympathique et l'alpha-sympathique. Et donc, je fais un enseignement là-bas, mais j'ai un outil thérapeutique qui coûte cher pour ce pays-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont cherché. Et les pharmacognostes mexicains ont cherché dans leur pharmacopée des plantes qui, traditionnellement, présentaient des effets similaires à celles de la lavande. Du coup, ils ont fait une petite sélection, ils les ont étudiés et ils se sont arrêtés sur un arbre qui est le linaloé. Le linaloé, pour ceux qui ont été au Mexique, vous pouvez acheter des petites boîtes faites pour les touristes qui sentent très très bon, tellement le bois est riche en huile essentielle. Il se trouve que l'huile essentielle de linaloé a une formulation qui se rapproche très près de la lavande, et il se trouve que lorsqu'on a fait les expérimentations cliniques, parce que la partie clinique est importante, comment l'organisme
réagit par rapport à cette plante, et bien, il se trouve qu'on a eu des résultats cliniques très similaires à l'usage de la lavande. Du coup, on a exploité une forêt de linaloé, au milieu de laquelle se trouvait un village qui n'avait aucune ressource économique et qui était dans la plus grande misère. Ce village se trouve à moins de 100 km de Mexico. La totalité de sa production est utilisée par le service médical de la ville de Mexico. Ça, c'est du développement durable, et ça, c'est de la protection de notre planète. Et c'est aussi de l'énergie et de l'économie pour une population qui était vraiment dans un état miséreux, mais sans quasiment plus de moyens de survivance. Notre planète regorge d'une floristique énorme, et elle est estimée à plus de 500 000 espèces. C'est énorme parce qu'on a mis un nom que sur 250 000 espèces, c'est-à-dire qu'on ne connaît, nominativement parlant, que la moitié de notre potentiel. C'est un chiffre, moi, quand je l'ai découvert, qui m'a assis. Je me suis dit, c'est pas possible. On ne connaît pas tout. Il y a plein de chercheurs partout, et on ne connaît pas toutes les plantes qu'il y a sur notre planète. Non, on a mis un nom que sur la moitié. Et on a fait des études réelles sur la connaissance de ces plantes que pour 22 000. Et dans la pharmacopée française, il n'y a que 2500 plantes à peu près qui sont inscrites. Et moi, modestement, dans ma petite pratique, j'utilise 200 plantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de choses à découvrir et on peut buter parce qu'on peut comprendre ce qu'il faut faire et on ne pas avoir l'outil thérapeutique pour le faire. Eh bien, l'humanité a du temps et a le devoir de faire les recherches nécessaires pour découvrir et apporter dans les systèmes de santé des outils thérapeutiques respectueux de l'individu et de l'environnement. Et là, on n'est vraiment qu'au tout début de nos découvertes. Un autre exemple de potentiel floristique, vous avez ici répertorié en fonction des différents pays ou régions du monde la densité floristique. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le Mexique a une floristique quasiment identique en nombre que l'Amazone du Brésil et que la seule province du Chiapas au Mexique a quasiment autant de plantes que toute l'Europe réunie. Beau laboratoire. Cette plante médicinale, on peut l'utiliser en fonction de 4 niveaux dans votre pratique. Le premier niveau que vous connaissez bien, c'est le niveau symptomatique, issu de la tradition le plus souvent, confirmé par la science, et face à un symptôme, un remède. Le problème, c'est que si on reste dans cette dynamique, eh bien, on va aboutir à ce qui a abouti à l'approche pasteurienne et à la médication hyper moderne. Votre remède, il existe, il est un peu efficace, pas suffisamment, pas chez tout le monde. On va aller faire un remède plus puissant en faisant de la synthèse. Mais ce niveau symptomatique est fondamental parce que votre patient n'a pas vos connaissances, mais il a une souffrance. Et s'il vient vous voir, il veut qu'on règle sa souffrance. Et donc, régler la souffrance du patient, c'est prendre en compte cette souffrance et lui donner déjà un traitement qui aura un effet symptomatique. Faut-il prendre le traitement le plus symptomatique? Je pense que non. Il faut prendre le traitement qui convienne le mieux au profil de votre patient. Parce que cette plante, elle a aussi des propriétés de drainage. Drainage, vous connaissez très bien ça aussi. Ça fait partie des fondements de la prise en charge. Et la naturopathie a été quand même un courant qui a porté le drainage, parce que vous savez qu'il y a encore des médecins qui considèrent que le drainage n'existe pas, qu'il n'y a pas de congestion. Or, la congestion, c'est le lit de l'inflammation. Si vous gérez les phénomènes congestifs, la congestion, pour parler très vite et très simplement, ce n'est pas autre chose que la culture du riz dans les rizières. Le riz ne pousse pas en plein milieu des rivières. Naturellement, il pousse dans les méandres. Et l'humain a fabriqué des méandres en fabriquant les rizières, c'est-à-dire en faisant venir l'eau, en la stockant, en plantant son riz dedans, mais aussi en évacuant cette eau pour qu'elle évacue les toxines que le riz a pu produire, et en changeant l'eau régulièrement, parce qu'autrement l'eau croupit. Ben, vos cellules, c'est pareil, elles baignent dans un milieu extracellulaire, et ce milieu extracellulaire, il doit venir s'imprégner du tissu, rester un certain temps, mais être changé aussi.
parce qu'il s'appauvrit en nutriments, il se charge en toxiques. Le drainage, c'est ce que nous avons besoin de faire chez certaines personnes, et la plante médicinale est un extraordinaire remède pour le drainage. Tous ceux qui ont pris une tisane tout à l'heure ont été faire un petit tour, je pense, faire pipi après. C'est une mise en pratique de ce drainage au quotidien. Cette plante médicinale, la science moderne, la connaissance moderne, nous a montré qu'elle avait aussi des propriétés de type neurovégétative et des propriétés influençant, régulant le système endocrinien. Ces 4 niveaux-là sont importants, je vous demande de les retenir. Terminons un peu sur le paradigme de la médecine actuelle dont je vous ai déjà abordé. Donc on est sur une culture pastorienne. On va avoir une énorme évolution des connaissances du XXe au XXIe siècle. On aura une évolution majoritairement de type analytique, parce que le système à comprendre est complexe, donc il faut le découper en morceaux pour l'analyser. On va découvrir l'étiologie spécifique, basée soit sur le germe, soit sur l'enzyme, soit sur le trouble métabolique lié au gène. On va faire une faible prise en compte de la réactivité de l'organisme, ça on l'oublie. On va faire une faible prise en compte des interrelations entre les différents constituants, et on va surtout oublier la globalité. Du coup, de cette stratégie-là est apparue la thérapeutique de substitution, qui est principalement symptomatique, destinée au plus grand nombre, donc il faut trouver la dose qui corresponde à tout le monde dans les études, sans se soucier de l'individu. Elle va imposer son activité pharmacologique à celle de l'organisme, comme si l'on mettait un dictateur dans un pays. Parfois, il faut un dictateur dans un pays, parce qu'il y a de telles déstructurations du pays qu'on ne peut pas le gouverner autrement. Mais ce n'est pas la meilleure des solutions, franchement. Il faut mieux de la démocratie, même si on s'engueule souvent, même si on n'est pas d'accord, même si on discute, même si, voilà, et qu'à un moment donné, c'est un tel qui gagne, et puis un autre, c'est l'autre. Tout ça, ça crée une mouvance et qui nous fait progresser. Mais parfois, il faut une dictature. Et effectivement, si je suis en insuffisance cardiaque majeure, je serais bien content d'avoir un traitement qui va soutenir mon organisme pour poursuivre ma vie encore quelques temps. Situation exceptionnelle. Et donc, tout ça entraîne une nécessité, est nécessaire donc, quand l'organisme est incapable de prendre le temps de s'auto-réparer. Nous nous auto-réparons en permanence. Face à une agression, nous mettons des mécanismes d'auto-réparation, mais parfois, le temps de cette mise en route d'auto-réparation est tellement long qu'on va mourir avant. Donc le but, c'est quand même de faire en sorte que nos patients vivent le plus longtemps possible, et dans ces cas-là, la thérapeutique substitutive se justifie. Je suis médecin généraliste. Je suis né en 1966 et je m'appelle Jean-Christophe Charrier. Ma mère m'a appelé Jean-Christophe parce qu'elle est un peu révolutionnaire et qu'en 1964, un animateur télé spécialiste des premiers effets spéciaux à la télé, dans une émission qui s'appelle Les raisins verts, a passé les bébés à la moulinette. Jean-Christophe Averti. Vous connaissez ? Donc c'est à cause de lui que je m'appelle Jean-Christophe. Je vous ai choisi cette image de très mauvaise qualité, mais c'est les images de l'époque. Et vous avez effectivement un bébé qui passe à la moulinette. Et j'ai trouvé que cette image était vraiment bien, parce que cette image m'a hanté quand même longtemps, le jour où j'ai su pourquoi on m'appelait comme ça. En fait, la science d'aujourd'hui a passé l'humain à la moulinette pour le réduire en petits morceaux et étudier chacun des petits morceaux. Ça, c'est l'approche analytique, et elle est indispensable quand c'est complexe. Et on a découvert plein de choses. Mais on est à la fin de ce monde-là. On est à la fin de ça. Maintenant, il faut se recentrer sur l'individu. Il faut se recentrer sur la globalité et comment ça fonctionne, tout ça. Parce que ce qui est passé à la moulinette, j'ai beau le mettre dans un checker et le brasser très fort, j'aurai jamais un bébé qui sortira de l'autre côté. Jamais. Je peux mettre tous les constituants, ça ne marchera pas. Parce que la vie, c'est encore autre chose. Alors, c'est ça qui m'a amené à rentrer dans cette approche qu'on appelle l'endobiogénie. Et cette approche dépend de grands concepts, et donc de grands hommes. Le premier, connu de tous, c'est Hippocrate, avec sa notion première, primum non nocere, premièrement, ne pas nuire. Quelle responsabilité quand on est soignant, hein ? Quelle responsabilité ? Je dois mettre un soin
mais je ne dois pas nuire. Je ne vais pas m'étendre parce que le temps tourne, hein. Mais le deuxième homme important, c'est Claude Bernard. Donc là, on a passé plusieurs siècles quand même d'un coup. Claude Bernard, qui a enseigné Pasteur. Pasteur est un élève de Claude Bernard. Pasteur n'est pas médecin, Pasteur est un physicien cristallographe. Donc il n'a pas un esprit de médecin, il n'a pas un esprit de soignant, il a un esprit analytique. C'était important. Et il a répondu en fait à l'approche médicale anglo-saxonne. Parce qu'il ne faut pas oublier que la France a longtemps été pionnière et référence dans le milieu médical dans le monde entier. Et grâce à Pasteur, les anglo-saxons ont pris le pouvoir. Claude Bernard est un médecin qui a beaucoup travaillé sur la physiologie et a fait beaucoup de vivisection. Et ce pauvre homme avait une femme et une fille qui étaient opposées à la vivisection. Donc vous imaginez sa vie du quotidien. Bon, malheureusement, des petites bêtes ont souffert, mais grâce à ça, vous pouvez avoir une prise de sang aujourd'hui et vous pouvez l'interpréter, car il est le père de la normalisation des paramètres qu'il y a dans votre sang, ce qu'on appelle l'homéostasie, l'état d'équilibre. Vous pouvez être dans un état d'équilibre, d'un côté ou de l'autre, mais vous êtes dans l'état d'équilibre, donc vous êtes sain. Une autre personne importante, ce sont les travaux de Hans Selye. Hans Selye, qui est un Canadien d'origine hongroise et qui a passé sa vie à travailler sur le syndrome général d'adaptation. On ne va pas rentrer dans les détails, mais la vie se résume à deux choses, l'équilibre et l'adaptation par rapport aux agressions que nous allons recevoir. Agressions positives ou négatives, hein. Une bonne nouvelle est aussi une agression. Tout ce qui va changer votre équilibre. Il y a, pour rentrer dans le concept d'endobiogénie, une personne importante qui est Jean Valnet. Jean Valnet, qui était médecin militaire, qui a fait la guerre au Vietnam et qui s'est trouvé dans la cuvette de Dien Bien Phu sans aucune ressource thérapeutique pour soigner les blessés. Ce sont les Vietnamiens qui lui ont apporté des plantes pour soigner les blessés. Et Jean Valnet, ça lui a posé aucun problème puisque sa grand-mère était sage-femme. Et si vous calculez avec les générations, avant, il n'y avait que la plante en outil thérapeutique. Donc il a baigné là-dedans. Et revenu à la vie civile, Jean Valnet, qui s'appelait Docteur Nature sur RTL, pour les anciens, Jean Valnet a fait une collecte du savoir, de la tradition française, et vous trouverez toujours ces livres, aromathérapie, phytothérapie de Jean Valnet, qui sont des références, et qui, en fait, est la référence de tout l'usage symptomatique et de drainage des plantes en France à son époque. Et il a eu pour élève le docteur Christian Durafour, qui lui nous a apporté une vision particulière, qui a intégré des données de la science moderne par rapport au fonctionnement du vivant, par rapport à la physiologie, et qui nous a permis d'aborder le concept d'endobiogénie. Endo pour intérieur, bio pour la vie, génie pour l'organisation. Donc, grosso modo, l'endobiogénie est une approche théorique qui nous permet de réfléchir sur les capacités d'autorégulation de l'organisme, d'autoréparation, de voir où se trouvent les défaillances et voir comment on peut soutenir, accompagner un organisme pour l'amener vers une fonctionnalité qui lui est plus propre. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a qu'un seul équilibre. Et le patient qui est devant vous, quelle que soit sa maladie, quelle que soit son espérance de vie, est arrivé dans le meilleur équilibre possible qu'il puisse avoir pour vivre jusqu'à maintenant. Votre rôle à vous, c'est de ne pas le faire tomber dans le précipice, mais de l'accompagner à s'éloigner d'un équilibre qui n'était pas le meilleur. Mais l'organisme, il s'adapte dans l'instant présent, sans forcément avoir un projet d'avenir. Le projet d'avenir, il est dans votre génétique. 130 ans. Challenge pour chacun d'entre nous. La notion de terrain, du patient va dépendre beaucoup de l'environnement. Et dans cet environnement, vous avez un organisme. On va faire un grand carré, ce sera beaucoup plus simple. Cet organisme, il a des échanges avec l'environnement pour puiser son énergie, pour prendre ses aliments, l'oxygène, et puis il va remettre dans cet environnement ses déchets, ce qui pose un vrai problème avec l'humanité et notre environnement, parce que nous souffrons vraiment beaucoup de déchets que nous mettons dans notre monde. Mais c'est ainsi. Cet organisme, il va avoir plusieurs systèmes, et donc plusieurs organes. Et chacun de ces organes est également une unité en interrelation avec son environnement, qui est donc l'organisme, avec des échanges. Cet organe, lui, il est constitué de tissus. Pareil, ces tissus sont en interrelation
avec leur environnement, qui est l'organe. Le tissu est constitué de cellules, qui elle-même est en interrelation. Et la cellule est constituée d'un noyau qui contient le gène, qui lui aussi est en interrégulation. Nous avons ici des liens verticaux entre chacun des plans qu'il faut comprendre, analyser, dynamiser, mettre dans une fonctionnalité globale pour comprendre pourquoi tel symptôme apparaît. Mais vous avez aussi des liens horizontaux à chaque niveau qu'il faut aussi comprendre et analyser, interpréter, dynamiser pour construire votre réflexion de soignant. Nous avons donc plusieurs systèmes qui sont fonctionnels, auto-organisés, comme des automates, et qui, malgré tout, ont quelques pertes, donc ont une nécessité d'aller chercher des nutriments et de redonner. Ces différents systèmes, quels que soient les niveaux verticaux, horizontaux, ont des échanges en fonction de leurs possibilités. Un cœur, c'est un cœur, un foie, c'est un foie. Un cœur peut faire des choses qu'un foie ne peut pas faire, et un foie fait des choses qu'un cœur ne peut pas faire. C'est structurel. Mais il y a de l'échange quand même. Donc il faut bien comprendre que le tout est supérieur à la somme des parties. C'est vrai pour la plante médicinale, c'est vrai pour l'humain, c'est vrai pour tout ce qui est vivant. C'est ça la dynamique de vie, c'est le tout. Christian Durafour nous a apporté donc cette approche qui est l'endobiogénie, qui nécessite de passer de la physiologie du tissu isolé à la physiologie intégrée dans le mécanisme de la vie, avec des notions qui sont des notions systémiques, des notions d'interrelation dynamique des systèmes et une vision de globalité, ce qu'on appelle la physiologie intégrée. L'endobiogénie doit nous permettre d'analyser le contexte dans lequel se trouve votre patient, quel est son moment de vie dans lequel il est, quelle a été sa ligne de vie jusqu'à maintenant, quelle est la saison dans laquelle vous vous trouvez, car la saison peut favoriser l'apparition des métastases, par exemple. Quel est son mode de vie? Quel est son terrain? Quel est le poids de sa structure par rapport à sa fonctionnalité? Quel est son fonctionnement métabolique? Quelle est la dynamique anabolisante? Quelle est la dynamique catabolisante? Nous ne sommes qu'une succession catabolisme, anabolisme, catabolisme, anabolisme. Nous commençons avec l'anabolisme par la fécondation, nous terminerons par le catabolisme avec notre mort. Et l'épigénétique dans tout ça, l'épigénétique c'est elle qui conditionne tout. Elle est bien plus puissante que la génétique. Il faut voir l'histoire de votre patient, sa ligne de vie, et aller chercher tous les éléments que vous pouvez récupérer. Et quand vous avez l'habitude de raisonner en endobiogénie, quand vous avez une ligne de vie, souvent, vous avez un livre ouvert qui s'offre à vous, et vous comprenez pourquoi, aujourd'hui, maintenant, le patient est dans cet état dynamique et dans cette souffrance. Il y a ces choix de vie qu'il faut bien sûr prendre, et puis ces non-choix, c'est-à-dire les accidents de la vie qu'on ne va pas maîtriser. Et puis, tout ça va vous aider, lorsque vous êtes formé, à faire les liens et de mettre en place une réflexion intégrative. Et ça nécessite de reconnaître une étiologie spécifique à l'organisme lui-même. Et là, on est dans un changement de paradigme majeur. Le concept d'endobiogénie est une approche qui va étudier l'ensemble des relations des systèmes qui constituent un individu, géré par un gestionnaire principal qui est le système endocrinien, accompagné par un autre système qui est le système neurovégétatif. Je peux passer 10 heures à vous parler de ce qui suit de cette diapo, mais tout ça, tous ces systèmes sont en interrelation et nous avons le décryptage de chacun de ces systèmes et leur interrelation entre eux, car ils n'existent pas l'un sans l'autre. Ça ne sert à rien de donner des probiotiques à un de vos patients si vous n'avez pas compris pourquoi son organisme a favorisé la dysfonctionnalité de son microbiote. Vous aurez un effet clinique en donnant un probiotique qui ne durera pas. D'accord, vous aurez été symptomatique. Mais si vous vous dites, mais pourquoi cet intestin ne permet pas l'installation d'un microbiote équilibré? Quelles sont les raisons métaboliques? Quelles sont les raisons neurovégétatives? Quelles sont les raisons endocriniennes? Votre traitement avec un simple apport de probiotiques ne sera pas suffisant. Il sera efficace, mais pas suffisant dans le temps. Donc il vous faut aussi comprendre ces mécanismes et essayer de les réparer, de les réguler. La réponse adaptative est fondamentale dans la réflexion que vous devez avoir face à vos patients. L'état d'équilibre que nous a décrit Claude Bernard subit des agressions.
Elles peuvent être exogènes ou endogènes, venir de l'intérieur ou de l'extérieur. Ces agressions vont mettre en place la dynamique d'adaptation. Cette dynamique d'adaptation entraîne plusieurs éléments, dont le principal est la congestion. L'élément premier de l'adaptation, c'est la congestion. Il faut que je laisse un temps de contact suffisant pour que mes éléments de défense puissent agir. Ça va favoriser l'inflammation. Vous n'avez pas d'inflammation s'il n'y a pas une congestion initiale, c'est impossible. Physiologiquement, c'est impossible. Donc votre état congestif conduit ou pas à l'inflammation. L'inflammation n'est pas pathologique, l'inflammation, elle est physiologique. Elle devient pathologique quand elle a dépassé son but, comme quand vous freinez trop fort sur une vieille voiture et que votre pied passe à travers le plancher. C'est ça l'inflammation pathologique. On ne nous a parlé que de l'inflammation pathologique. L'inflammation, elle est physiologique et vous en faites tous les jours, vous êtes en train d'en faire. Ça va répondre aux besoins métaboliques de nécessité de réparation et ça va mettre en place l'efficacité de votre système immunitaire. Pour que ce système d'adaptation marche, il vous faut des outils. Et ces outils, ce sont les systèmes régulateurs. Bien sûr, il y a les facteurs locaux qu'on ne peut pas négliger, mais le principal, c'est le système endocrinien et le système neurovégétatif. C'est pour ça que nous nous attardons beaucoup en endobiogénie à comprendre ces mécanismes. Car, au niveau de cette étoile, vous avez une possibilité, c'est de bien répondre à l'agression et revenir à l'état initial. C'est la restitution ad integrum, c'est ce que vous faites en permanence, tous les jours, quand vous n'êtes pas malade. Mais parfois, vous avez une mauvaise adaptation à cette réponse qui va vous amener dans un terrain précritique. Lui-même peut ne pas s'exprimer ou s'exprimer, mais vous fera basculer un jour ou l'autre dans un déséquilibre qui est la maladie. C'est ça la physiopathologie, et c'est là-dessus que s'est figé les recherches sur le dernier siècle que nous avons passé en médecine. Il faut donc comprendre que c'est en amont de l'étoile que vous faites de la médecine préventive, que vous avez une approche de soins préventifs. Quand vous faites une mammographie pour dépister un cancer du sein, vous êtes en aval de cette étoile. Vous êtes au niveau de la recherche d'un déséquilibre précritique. Vous êtes déjà dans la maladie. Ce n'est pas du dépistage de prévention. La prévention, elle se fait avant. Comprenez bien. Et donc, en endobiogénie, on a 4 niveaux d'action. Un niveau d'action sur le symptomatique, un niveau d'action sur le drainage, un niveau d'action sur le neurovégétatif, un niveau d'action sur l'endocrinien. C'est une diapositive qui vous rappelle quelque chose. Et c'est pour ça que la plante médicinale s'est imposée à nous, dans notre usage. Et c'est pour ça que la construction de l'endobiogénie s'est faite en parallèle à la construction de ce qu'on appelle la phytothérapie clinique, qui est l'imprégnation clinique, l'efficacité clinique des plantes médicinales. Et c'est comme ça que s'est construit dans le cerveau de Christian Durafour cette approche qu'il nous a modélisée et que nous pratiquons maintenant, moi, pour ma part, depuis plus de 20 ans. C'est elle, d'ailleurs, qui m'a permis de terminer mes études de médecine, qui étaient vraiment mal parties. Donc, nous avons plusieurs actions en endobiogénie. La première chose, c'est le conseil hygiéno-diététique. Et certains d'entre vous sont venus me voir pour me dire qu'ils me remerciaient des livres que j'avais écrits. Effectivement, on est dans ce domaine-là, du conseil hygiéno-diététique, pour être préventif. Et si j'ai pu retenir des recettes qui paraissent des vieilles recettes par rapport à la tradition de nos grands-mères, sachez que celles qui ont été retenues, elles ont été retenues parce qu'elles rentrent dans une logique, qui est la logique de l'endobiogénie. Et c'est pour ça que vous n'aurez pas la recette du lait de poule, par exemple, dans mes conseils, parce que le lait de poule, qui est du lait avec un jaune d'œuf, va surcharger le travail du pancréas, qui va augmenter l'état congestif de la sphère ORL et qui va donc aggraver, ou du moins entretenir le déséquilibre qui a favorisé votre bronchite. Tout simplement. On a l'accès aux thérapeutiques d'extraction naturelle, la phytothérapie, l'argile, les oligo-éléments, l'accès aux pratiques professionnelles, car les thérapeutiques du toucher, les thérapeutiques psycho, tout ça, ce sont des choses qui sont intégrées dans notre réflexion et dans nos outils de soins. Je sais faire ou je ne sais pas faire. Si je ne sais pas faire, je vais déléguer à des confrères ou à des partenaires qui ont des capacités pour m'accompagner dans la prise en charge du patient. Et puis, bien sûr, les thérapeutiques substitutives qui, elles, sont que du ressort du médecin, du moins des prescripteurs, des dentistes, effectivement, aussi, et des pharmaciens. Toutes les autres approches vous concernent et nous concernent, nous tous, parce que nous sommes tous des soignants.
Nous faisons des cours à l'Institut d'endobiogénie, médecine préventive intégrative, et ces cours sont axés sur 3 axes. La physiologie, la sémiologie, il faut examiner les patients. C'est fondamental pour trouver des signes frustres qui vont vous orienter sur la fonctionnalité. Et puis l'usage de la plante médicinale qu'on va intégrer de la tradition jusqu'à la science. Je pense que là, vous avez bien compris mon message. L'objectif, c'est de créer, au sein de l'Institut, c'est de créer un réseau avec d'autres professionnels de santé. C'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui, parce que pour moi, vous êtes des professionnels de santé et nous devons travailler en réseau, surtout si on veut permettre à nos patients d'avoir des soins respectueux de l'individu et de l'environnement, respectueux de leur unicité. Et nous sommes tous complémentaires, il n'y a aucune hiérarchie. Moi, je ne vois pas de hiérarchie entre nous. Nous avons tous des fonctions spécifiques et il suffit simplement de savoir les utiliser à bon escient, au bon moment, au bon endroit et les coordonner dans un projet thérapeutique. Parce que ce qui est important, c'est notre patient et c'est l'accompagner dans une meilleure qualité de vie. Donc pour résumer, Hippocrate a fait les racines de notre approche, Claude Bernard en a fait la structure et le tronc, Hans Sellier a mis de la vie dans ce tronc, Jean Valnet nous a cueilli les petites feuilles qui nous permettent de faire un bel arbre, Christian Durafour nous a aidé à polliniser cet arbre avec de nombreuses abeilles, l'Institut d'endobiogénie continue le travail de Christian Durafour, tout ça pour qu'on ait de jolis fruits et que les praticiens de l'endobiogénie puissent avoir de belles récoltes avec leurs patients. Nous avons une équipe active et dynamique qui forme et qui fait donc une formation destinée au bien-être. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous ai mis le port de La Rochelle, qui est un port. Un port, c'est un lieu où on va se recueillir, se reconstruire, mais qui nous permet d'aller affronter le monde. Et vous devez tous, aujourd'hui, aller affronter le monde pour porter la nécessité du respect de l'individu, du respect de l'environnement et du respect des choix thérapeutiques qu'on va faire pour eux. Merci à vous.